Édition spéciale du Grand Direct sur i24 News. Bienvenue à vous. Opération bordure protectrice. Le jour d'après, le cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza tient bon. Pour l'heure, le calme est donc de retour après 50 jours de conflit. On attend dans un quart d'heure une allocution du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense Moshe Ya'alon et du chef d'état-major de l'armée Benny Gantz. Ils vont s'exprimer pour la première fois depuis la conclusion de la trêve. On suivra ce discours en direct sur notre antenne en compagnie de nos experts. Freddy Ethan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien diplomate et Amir Badran, bonsoir. Vous êtes avocat. Merci d'être avec nous. Nos reporters sont également mobilisés sur le terrain ce soir. On se rendra à la frontière avec la bande de Gaza pour retrouver Léa Berdugo. Elle nous confirmera que le calme est bel et bien de retour ce soir. Daniel Zieri nous attend de son côté à Jérusalem, à la résidence du Premier ministre israélien qui doit donc prononcer un discours. C'est dans un quart d'heure maintenant. Mais d'abord, on s'intéresse à la réaction de ceux qui ont été en première ligne de ce conflit, les habitants des kibboutz situés en lisière de la bande de Gaza. C'est un reportage signé Mathias Inbar. 50 jours de violence ponctués par une pluie sans précédent de roquettes et obus de mortier. Quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, à Nirim, 7 personnes sont frappées de plein fouet par un obus. 2 sont tués, dont le responsable de la sécurité. Le lendemain, le porte-parole du kibboutz doit rassurer les habitants. Je pense que nous allons nous reconstruire. Cela prend du temps, évidemment. Cela demande des efforts. C'est ce que nous faisons depuis hier après-midi, juste après l'incident. Nous sommes là pour les familles et essayons de leur donner tout le soutien dont ils ont besoin. Et surtout, nous supportons tous les membres de la communauté. Selon ses habitants, il suffirait d'un seul obus de mortier, d'un seul missile Qassam en terrain vague pour que ces derniers décident de ne pas revenir. Ne revenez pas tant qu'il n'y a pas de calme durable. C'est d'ailleurs ce que leur a dit l'un des responsables du conseil régional d'Eshkol. Et pourtant, pour les responsables de sécurité des kibboutz de cette région, la vie doit reprendre son cours. Je n'ai pas de doute que la vie continuera et qu'elle sera agréable, et ce malgré les menaces et les craintes des habitants dans la région. Et toutes les tentatives de montrer que les gens ont fui ne sont que purs mensonges. Leur départ a été organisé, et ce pour protéger en premier lieu les enfants. Nous n'avons pas déserté les lieux. Ici, à Nahal Oz, autre lieu d'attaque d'obus de mortier. Et ces images de désolation. Voitures calcinées, impact toujours visible sur les murs. C'est là qu'un enfant de 4 ans, Daniel Tregerman, a été mortellement touché. Un électrochoc pour les habitants du village qui ont du mal à envisager un retour à la vie normale et à surtout revenir sur place. 24 heures après le cessez-le-feu, le principal enseignement de cette opération bordure protectrice, c'est que les obus de mortier sont imprévisibles et selon les services de sécurité israéliens, difficilement traçables par l'armée de l'air israélienne. Et c'est justement pourquoi les habitants de la région, ceux qui habitent en bordure de la bande de Gaza, ne veulent plus vivre sous un danger perpétuel. Et jusque-là, Freddy Ethan, ce cessez-le-feu est respecté. Pourquoi cette trêve tiendrait alors que toutes les précédentes ont volé en éclats? Parce qu'il y a des modalités, parce que le Hamas a perdu cette guerre, parce que le gouvernement israélien a sans doute eu des garanties, non seulement de l'Égypte, du côté du passage de Rafah et du Sinaï, et aussi des garanties, des gages des États-Unis et de l'Europe. Et donc pour Israël, il s'agit bien d'une trêve à longue durée. Il est important pour nous parce qu'une guerre d'usure n'est pas acceptable, ne pourra pas tenir dans un environnement qu'on connaît, dans une société israélienne à la fois, je dirais, mécontente toujours et cynique, parfois sarcastique. Et donc, je crois que dans ces conditions-là, une guerre d'usure aussi donnerait un coup dur, un coup sévère à l'économie israélienne, au tourisme, et on arrive aussi à la rentrée des classes. Donc, le temps est opportun pour une trêve. Le temps est opportun pour une trêve. Vous êtes d'accord? Toutes les conditions sont réunies pour que ce cessez-le-feu soit durable aujourd'hui? Il faut dire que ce cessez-le-feu
temps voulu. Je pense qu'on peut en parler de manière différente lorsqu'on parle des deux peuples, du peuple palestinien et du peuple israélien, qui vraiment veulent que ce cessez-le-feu tienne. Malheureusement, l'expérience nous a démontré que le gouvernement n'ont pas vraiment respecté ces cessez-le-feu dans des années passées. Il faut comprendre. Je suppose que vous parlez du Hamas. Non, je parle de deux côtés. D'ailleurs, si on veut parler du côté israélien, il suffit d'écouter ce qu'a dit récemment, avant cette guerre, le président Obama, le président des États-Unis, quand il reprochait solennellement M. Benjamin Netanyahu à ne pas avoir respecté les pas et les contrats qui ont été faits pour aboutir à... C'est vrai que toutes les violations du cessez-le-feu, elles ont été effectuées par le Hamas au cours de... Je ne pense pas que vous avez raison. Je pense que chacun de côté est en train de reprocher à l'autre côté de ne pas avoir respecté... Vous dites des choses, écoutez, soyez sérieux. Laissez-moi terminer l'idée. Soyez sérieux. Ce que je voulais dire, laissez-moi terminer l'idée. Ce que je voulais dire, c'est que les phases, il s'agit des phases continues, qu'il faut comprendre où est-ce qu'on est. Cette guerre a commencé par les armes et par le feu. Elle a continué pour une deuxième phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est le cessez-le-feu dont on parle aujourd'hui avec un accord qui est un accord intermédiaire. On parle de 30 jours de trêve pour justement en pouvoir aller un peu plus loin pour la dernière phase. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que toutes les questions épineuses ont été repoussées à dans 30 jours. On est reparti pour un tour dans un mois ? J'espère que non. D'ailleurs, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais je pense que le problème était que jusqu'à aujourd'hui, on est resté 50 jours de guerre, alors qu'on aurait pu ne pas avoir tout ce sang, tous ces morts, tous ces blessés. Le premier jour, parce qu'on est à la même place, exactement. Alors, les deux côtés devraient être un peu plus sages et pour vraiment en aboutir au même endroit où on est aujourd'hui. Bon, je crois que monsieur dit des choses qui ne sont pas, je dirais, inexactes, pour ne pas employer un autre terme. Vous savez, la guerre a commencé comment? Monsieur dit que c'est Israël qui a lancé des opérations contre le Hamas. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 enfants, 3 adolescents, enlevés, assassinés par une bande d'assassins du Hamas, que le Hamas a avoué avoir tué et assassiné donc ces adolescents. Avoué? Alors ça, là, avoué. Vous nous reprochez de ne pas être exact dans les données, alors là... Non, laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu une fois. Laissez-moi parler. Alors, donc, il y a eu cette affaire donc, assez grave de 3 adolescents. Israël a lancé des opérations, des raids, et le Hamas a continué. D'abord, le Hamas, vous savez, il crie aujourd'hui victoire. Mais je crois que cette victoire est surtout un soulagement pour le peuple palestinien qui souffre du pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment parler de gagnants, de perdants ce soir? Non, mais il ne s'agit pas de victoire, c'est pas du championnat de tennis. Il n'y a pas de gens qui ont vaincu. Bon, ne m'interrompez pas, on me pose la question, je réponds. Allez-y. Donc, on reste dans le ton amical, c'est un débat. Non, mais c'est un débat amical, mais il faut dire aussi des vérités. Je crois qu'il ne faut pas tromper l'opinion internationale. Le Hamas trompe l'opinion internationale quand il dit qu'il a gagné. Il n'a pas gagné. Et cet échec cuisant. C'est adressé à son opinion publique à lui, à la rue palestinienne, mais monsieur reprend les paroles du Hamas. Écoutez, quand on parle de victoire dans nos termes de guerre, alors on ne comprend pas. Que veut dire victoire dans un terme de guerre? Ça n'existe pas. Les deux côtés sont des côtés perdants. Mais une fois la guerre finie, chaque côté veut partir chez les siens. Voilà, c'est la tradition pour dire, voilà, nous sommes le côté gagnant. Alors moi, je veux vous dire, quand on parle de côté gagnant, côté perdant, prenons par exemple le côté palestinien. Comment est-ce qu'on peut voir hier les photos et les vidéos dont on voit les gens sortir dans les rues, être contents, alors qu'on sait qu'il y a plus de 2100 morts de Palestiniens à Gaza, quand il y a à peu près 500 enfants parmi eux qui sont morts, la plus grande majorité parmi eux, ce sont des civils. Lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 10 000 blessés, on les a pas vus, les combattants tués. blessés parmi ces civils,
Et encore, il y a eu plus de 25 000 domiciles qui ont été détruits. Je ne vous parle pas des infrastructures à Gaza qui n'existent plus. L'eau courante n'y est pas, l'électricité n'y est pas. Alors, quelle victoire! Et quand on parle du côté israélien, en fait, parlons-en du côté israélien qui a commencé cette guerre en disant voilà, je mets deux objectifs devant moi. La première, c'est la force. C'est réparer la force de dissuasion de l'armée israélienne. Et la deuxième, c'est la destruction ou le désarmement du Hamas. Moi, je vous suggère aujourd'hui, regardez les faits, regardez les données. Vous êtes d'accord, ces objectifs n'ont pas été rien du tout de ces buts. Qu'est-ce qu'a gagné Israël dans cette opération? Du côté palestinien, je laisse à monsieur interpréter la victoire, entre guillemets, du Hamas. Bon, c'est une mentalité. Chaque défaite devient une victoire. On connaît la rengaine, laissons-les faire. Il faut prendre au ridicule tout cela. Bon, ça, c'est une chose. Du côté israélien, je crois peut-être représenter plus le côté israélien que palestinien. Ça va de soi. Donc, je peux vous dire la chose suivante. Israël a gagné cette guerre. Et Benjamin Netanyahu va le dire. Les sondages ne veulent rien dire. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Dans quel sondage domaine Israël a gagné la guerre? Qu'est-ce qu'elle a obtenu aujourd'hui? Laissez-moi terminer. Vous ne me laissez pas exprimer une chose et des vérités. Il faut dire des vérités aux téléspectateurs, ne pas désinformer. Il y a à la fois, je dirais bien, des politiques. Et le Hamas, je ne parle pas de la désinformation parce que c'est une autre planète. Ils vivent dans une autre planète. Alors, dans quel sens Israël a gagné la guerre? La guerre a été gagnée parce que, premièrement, le Hamas a été affaibli. Plus de 2/3 des missiles ont été détruits. Il n'a pas réussi, grâce à d'hommes de fer, de dévaster, comme il disait, les villes et les villages israéliens. Les tunnels d'attaque ont été détruits. Et évidemment, il a subi plusieurs centaines que le Hamas cache. Ses chefs terroristes sont... Vous avez vu tout à l'heure Haniyeh à la télévision? Il était tout pâle. Il n'a pas vu un rayon de soleil pendant 51 jours. Oh, le pauvre. Et il dit qu'il va retourner à Jérusalem, gagner, etc., etc. Vous voyez ce langage. Le langage est à la fois ridicule, il n'est pas sérieux. Nous avons un gouvernement responsable. Et ce gouvernement assurera la sécurité de tous les citoyens israéliens. Et c'est notre devoir d'assurer la sécurité et la défense de l'État d'Israël. Alors justement, on va les écouter tout de suite. Ces citoyens israéliens leur a posé la question s'ils croyaient en ce cessez-le-feu. Voici ce qu'ils ont répondu. Je ne pense pas que ce soit la fin. Je pense que c'est le début d'un nouveau round et je pense que le prochain sera encore pire. Malheureusement, ça m'a l'air d'être une simple pause. Même si c'est une pause d'1 mois qui, j'espère, apportera le calme. L'histoire d'Israël prouve que ce cycle est infini, ça recommencera. Voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est une pause. On vit comme ça depuis des années, on n'aura pas la paix. Ce n'est qu'une pause, on va devoir attendre le prochain round. C'est dur de combattre, mais parfois on n'a pas le choix et on doit le faire pour atteindre nos objectifs. C'est une question de temps. Ils vont se réorganiser pendant 1 an ou 2 et la prochaine fois, ce sera sans doute encore beaucoup plus difficile. Amir Badran, vous êtes d'accord avec ces opinions israéliennes? Dans la majorité, on l'a vu. Finalement, ce cessez-le-feu, c'est qu'une pause avant le prochain round de violence? Écoutez, moi, pour continuer ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense que... Sur cet aspect-là, en fait, ces gens-là sont en train de redire ce que je dis tout à l'heure à propos de la phase intérim, que les peuples veulent vraiment que ce cessez-le-feu soit respecté, mais les gouvernements et l'expérience du passé nous ont démontré que ça ne marchera pas. Mais pour que ça marche cette fois-ci, il faut parler de la 3e phase. Et la 3e phase, quand on parle des accords, l'accord principal qui va toucher les points principaux comme l'enlèvement du siège de Gaza, quand on parle du siège maritime, on parle d'un nouveau aéroport ou de l'aéroport qui existe mais à renouveler. On parle du siège maritime. Les craintes israéliennes sur ces conditions-là ? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'idée pour que vous compreniez où je veux en venir. On les connaît, ces conditions. Le siège maritime pour le port et le siège terrestre, ouverture de 2 passages. Et quand on parle des passages, on parle de plusieurs passages israéliens sur la bande de Gaza et du passage à Rafah du côté égyptien. Et là, la 3e phase, en fait, dépend très
essentiellement des efforts diplomatiques qui vont être exercés par les deux mariés, le marié dont on parle, Israël et la Palestine, mais surtout aussi des pays garants comme les États-Unis, comme l'Égypte, puis comme les autres acteurs sur la scène internationale qui doivent pousser pour, une fois pour toutes, pouvoir en arriver à cet accord pour aboutir à la paix, pour la vraie paix, non pas juste un cessez-le-feu intermédiaire. Vous êtes d'accord, cette pression de la communauté internationale peut aboutir à un accord durable et pas seulement une pause avant le prochain round? Écoutez, le Hamas n'a rien obtenu au Caire. Il peut rêver avoir un port maritime, il n'aura pas un port maritime et on ne lèvera pas ce blocus maritime s'il n'y a pas de démilitarisation de la bande de Gaza. On ne va pas non plus fournir du ciment et du béton pour construire de nouveaux tunnels. Ça, il n'est plus question. Et donc, il y aura un contrôle efficace, je l'espère, aussi par l'autorité palestinienne. Il y aura 1 millier de policiers palestiniens qui viendront dans la bande de Rafah, dans les passages, si vous voulez, pour contrôler la situation. Et il est clair aujourd'hui que la donne a complètement changé. Vous savez, le Hamas est isolé dans le monde arabe. L'Égypte déteste le Hamas. L'Arabie saoudite déteste le Hamas parce que le Hamas sabote à chaque fois toute tentative. Et dernièrement, Khaled Mashal, vous savez, de son palace de 5 ou 6 étoiles, je ne sais même pas, qui est dans un confort de présidentiel, à distance, ne voit même pas son peuple, ne sait même pas la détresse de son peuple, de 1 800 000 Palestiniens qui se trouvent et qui crient, il lance un cri de douleur, d'un SOS, et que personne, aucun pays arabe n'est venu, aucun pays n'a manifesté. La Ligue arabe ne sait pas. Le peuple palestinien plus que l'armée israélienne. Bon, laissez-moi terminer. Et donc dans ce contexte-là, il est clair que nous allons évidemment encourager, d'une part, l'autorité palestinienne pour revenir donc à Gaza et prendre les clés de Gaza et non pas le Hamas, puisque tout le monde le veut, d'une part, et aussi avoir le Conseil de sécurité. Vous savez que le 1er septembre, donc, les États-Unis seront présidents donc, du Conseil de sécurité. On arrivera, on l'espère, à des modalités. Alors en attendant ce cessez-le-feu durable, c'est un calme précaire qui règne à la frontière avec la bande de Gaza. On va tout de suite retrouver sur place notre envoyé spécial Léa Berdugo. Vous nous confirmez que le calme prévaut toujours ce soir? Oui, exactement. Le calme est revenu sur tout le sud du pays. Nous nous trouvons dans un kibboutz proche de la frontière avec la bande de Gaza. Eh bien, le calme a été restauré. Toutefois, les habitants sont encore méfiants. Ils attendent de voir comment la situation évoluera dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, ils craignent encore de nouveaux tirs depuis la bande côtière. C'était également le cas dans la ville d'Ashkelon, un peu plus éloignée de la bande de Gaza où nous nous situions un peu plus tôt. Là-bas, hier, une maison a été touchée par un tir de roquette. Eh bien, les habitants oscillaient encore aujourd'hui entre espoir et scepticisme. Alors, de nombreux Israéliens sont en colère contre le gouvernement. Pour eux, eh bien, l'armée israélienne aurait dû poursuivre ses opérations et aller encore plus loin contre le Hamas afin de détruire l'intégralité de ses capacités. Et puis, d'autres Israéliens sont soulagés de la fin des hostilités entre Israël et le Hamas au sein de la bande de Gaza. Pour eux, c'est la bonne solution à adopter et ils profitent donc de ce calme retrouvé dans le sud du pays à quelques jours de la rentrée des classes. Merci beaucoup Léa Berdugo en direct de la frontière avec la bande de Gaza. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale. Je voudrais vous faire réagir, Freddy Aten, à ce qu'on entendait à l'instant, ces habitants, certains Israéliens qui affirment que l'armée israélienne aurait dû aller jusqu'au bout, faire tomber le Hamas. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Écoutez, il y a des ministres aussi au sein du cabinet comme Bennett et Lieberman qui demandent de prendre des chars et d'agir et d'arriver jusqu'à Gazaville. Ce n'était pas l'objectif de cette opération. Ce n'est pas l'intention de l'État d'Israël de renverser donc le Hamas ou le régime Hamas par la force. C'était un autre objectif, les tunnels, les tirs, etc. Et on a terminé. Qui est venu à la fin de la guerre. Alors, c'est vrai que ces objectifs ont évolué tout au long de cette opération. Ils n'étaient pas très clairs, ces objectifs. Non, mais ce que je veux dire, il faut être précis. Celui qui croit que nous allons occuper une nouvelle fois Gaza, non seulement se trompe, mais il vit sur une autre planète.
il n'est pas question de revenir dans la bande de Gaza. C'est un territoire maudit. Nous ne pouvons plus retourner à Gaza. On était déjà 29 ans à Gaza. Nous sommes retirés de Gaza en 2005, dans des conditions difficiles. Il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un couloir de Philadelphie qui a été, hélas, jeté comme ça, sans contrôle. Mais ce qui est important, c'est que comment faire avec ces 1 800 000 Palestiniens qui vivent dans la détresse à Gaza? Et nous souhaitons évidemment les aider. Sur le plan humanitaire, vous savez, pendant toute l'opération, pendant ces 50 jours, les passages étaient ouverts. Sur le plan humanitaire, et ça on ne le dit pas dans la presse internationale, les passages étaient ouverts sur le plan humanitaire. Des camions défilaient. Et il y a eu aussi de l'aide à la fois médicale. Et une aide. Ça suffisait à peu près 1 ou 2% de ce qu'il fallait. Alors si on peut et parler en plus, de ça, et en plus le Hamas bombarde les passages. Il bombarde Kerem Shalom, pas plus tard qu'avant-hier. Écoutez, donc tout cela, les gens de Gaza, vraiment, la population souffre jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand il y a les accords, aujourd'hui même, on a entendu que les barrages du côté égyptien comme du côté israélien ne sont pas encore ouverts comme ils devaient l'être par rapport à cet accord. Même quand il y a des camions qui passent, des camions d'aide humanitaire, que ce soit des médicaments ou des produits alimentaires, eh ben, ils ne passent pas suffisamment. Et ceux qui passent d'une manière très très stricte et rigide. Je peux vous dire que le peuple de Gaza a souffert depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, alors que le monsieur dit que la bande de Gaza n'est plus occupée par l'armée israélienne. Moi, je vous dis que l'armée israélienne avait des quotas pour le peuple palestinien, des quotas, combien de calories devaient rentrer dans la bande de Gaza pour alimenter le 1 800 000 Palestiniens vivant à Gaza. Ce sont des données aberrantes. Des conneries. Des conneries. Alors, si vous voulez pas voir les données... Je ne représente aucun côté. Je suis là pour donner mon avis. Je pense que si ça vous plaît pas d'entendre les données, vous n'avez qu'à reprendre les données internationalement. Amir Badran, vous avez raison, la population palestinienne a souffert pendant cette opération. Et le Hamas, pourtant, n'a pas accepté il y a un mois les mêmes conditions de cessez-le-feu. Pourquoi ne pas l'avoir fait et abréger ces souffrances justement de la population? Alors justement, là, pourquoi ne pas l'avoir accepté plus tôt ce cessez-le-feu? Alors je vous corrige. J'aurais bien aimé que ce soit les données et les faits, mais en fait, le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu qui a été signé hier, n'est pas cet accord, ce cessez-le-feu dont vous êtes en train de dire, qui était le même quand il a été présenté. Qu'est-ce qui a changé? Tous les données à l'intérieur, quand on parle de l'ouverture des passages, ça n'y était pas. Quand on parle des prisonniers qui ont été des prisonniers palestiniens qui ont été libérés après Shalit, ça non plus, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Non, on n'en parle pas. Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on en parle. Écoutez, on en parle, même si dans cette phase intermédiaire, voilà, c'est officieux. Vous revenez dans cette phase intermédiaire. Vous revenez du Caire, dites-moi. Vous connaissez ce qui s'est passé au Caire? Écoutez, je pense que je suis plus au courant sur ce point-là que vous. Alors l'information officieuse, parlons de ce qui est officiel, et ça, ce n'est pas officiel. Non, mais ce qui est officiel... La question des prisonniers, on en parlera dans un mois, comme celle d'un aéroport, d'un port. Quand vous lisez Haaretz, quand vous lisez Haaretz, vous voyez... C'est une bonne référence. C'est une très bonne référence, je pense. Oui, très bien. Alors, vous pouvez voir que la question des prisonniers, en fait, n'est pas officieuse, mais est officielle, mais elle est repoussée pour en parler dans 30 jours. Donc, ne dites pas qu'elle est officieuse. La question est repoussée aujourd'hui. Ne dites pas qu'elle est officieuse, elle est officielle. Non, elle est repoussée, on n'a pas encore débattu de cette question. Elle n'est pas encore réglée, comme tous les autres bienfaiteurs, aéroports. Si votre source est seulement Haaretz, alors ça va. J'ai pas besoin de vous demander tous mes sources. Ces questions sont abordées, elles sont juste repoussées dans un mois. Alors ne dites pas qu'elles n'existent pas ou qu'elles sont officieuses. Elles existent, elles n'ont pas encore été réglées. Parlons-en justement. Est-ce qu'Israël je ne voudrais pas un pouvoir... dialogue de sourds, c'est un dialogue de sourds. Et vous comprenez comment Israël se trouve face à un Hamas qui est têtu,
qui rate à chaque fois les rendez-vous de l'histoire et qui, une fois encore, ses dirigeants... Alors, et si on s'entend sur ce plateau, Israéliens et Palestiniens donc, vont discuter dans un mois de ces questions épineuses que vous évoquiez à l'instant, notamment celle de l'obtention d'un port et d'un aéroport. À quelles conditions est-ce que ça pourrait être acceptable pour Israël? Je le répète, on n'est pas contre un port. On peut discuter sur un port maritime et sur un élargissement donc, du rayon pour les pêcheurs. Ça aussi, c'est inclus dans les modalités que monsieur n'a pas mentionné. 6 miles. Oui, il y aura jusqu'à 12 miles. Il y aura 12 miles. Alors qu'aujourd'hui, on en est à 3. Alors que monsieur... Vous comprenez les enjeux sécuritaires autour de ce blocus? Bien sûr, mais vous comprenez qu'il y a tout un peuple qui est en train de prisonnier. Est-ce que vous comprenez? Il suffit assez de parler quand on est d'accord pour que le peuple de Gaza soit libre. Il faut leur donner leur liberté. En échange de la démilitarisation du Hamas, est-ce qu'il est prêt à le faire? Je pense qu'en échange, il faut avoir la sécurité pour les deux États. Ça, absolument, je suis d'accord. Et ça passe par une démilitarisation du Hamas. Alors, ce que je dis et je répète, c'est la démilitarisation du Hamas. C'est la moindre des choses. Pourquoi Netanyahou, en disant qu'il veut 2 États pour 2 peuples? Parce que l'État palestinien futur sera démilitarisé. Abbas a accepté... Ça n'a jamais été dit dans les accords internationaux. Laissez-moi. Il y a des choses que vous ignorez. Attendez, laissez-moi. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Alors, soyez un peu modeste et dites, vous ne le savez pas. Stop. Alors, écoutez, je pense que vous êtes mal placé pour me donner des idées, mais je suis tout à fait d'accord pour vous entendre, pour vous corriger aussi. Alors, écoutez-moi. Je vous conseille. Donc, ce qui est, Netanyahou disait pour la démilitarisation, c'est la médiation donc de la Cisjordanie, et Abbas a accepté évidemment cette démilitarisation. C'est tout à fait normal. Nous ne voulons pas un État, une nouvelle fois, un État palestinien belliqueux avec une armée, avec des tirs sur l'aéroport Ben Gurion, sur Haïfa, sur Tel Aviv. Non, il n'est pas question. Donc une démilitarisation. Une démilitarisation. Pourquoi cela n'a pas été en Cisjordanie? Parce que Israël est toujours présente, donc en Cisjordanie, et sauvegarde évidemment ce qui se passe à l'est, le long du Jourdain, parce que nous souhaitons des frontières défendables, et c'est ça qui est important. Nous voulons la même chose du côté de Gaza. On s'est retiré de Gaza, je le répète, à part ce blocus maritime, il n'y a pas un seul soldat sur le sol de Gaza. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des modalités. Avec l'Égypte aujourd'hui, fort heureusement, nous avons un interlocuteur valable. Nous avons de très bonnes relations bilatérales avec l'Égypte de Sisi. Et heureusement que Sisi a une position forte contre le Hamas, que je le répète, et ce sont les frères musulmans. Il faut le rappeler une nouvelle fois. Le Hamas et l'État islamique, c'est comme on dit en arabe, kiff-kiff. C'est la même chose. C'est ce que dit Benyamin Netanyahou. Mais est-ce que c'est judicieux comme comparaison? Mais bien sûr, est-ce que vous imaginez Barack Obama négocier avec l'État islamique, même si c'est indirectement? Justement, alors Barack Obama ne fait pas... Non, c'est pas du tout la même chose. D'abord, on n'a pas négocié directement avec Obama. Indirectement, on a négocié avec le Hamas. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait la comparaison entre les deux, on parle de la même idéologie à la fois religieuse et apocalyptique des deux. Que veut le Hamas et que veut l'État islamique? Ils veulent créer un califat. Donc un califat, c'est-à-dire avec une loi islamique qui est la charia. Et comme capitale, Jérusalem. Capitale, Jérusalem. Donc la destruction de l'État d'Israël. Je vais devoir vous interrompre car Benyamin Netanyahou prend la parole. On l'écoute tout de suite. Merci.